Des milliers d'années auparavant, dans un univers glacé peuplé d'animaux sauvages, l'humanité était confrontée à un changement climatique qui allait radicalement modifier son mode de vie. La question est, comment les chasseurs-cueilleurs ont-ils effectué la transition vers la civilisation? Ce périple n'a pas suivi un parcours rectiligne, mais a été une aventure riche en découvertes, en défis et en transformations. Joignez-vous à nous pour ce récit sur les débuts de la civilisation. Environ 12 000 ans auparavant, la Terre sortait de sa dernière période glaciaire. Les températures ont débuté leur hausse, entraînant le retrait des gigantesques glaciers qui avaient modelé le paysage. Cela a métamorphosé la planète, engendrant des écosystèmes diversifiés, des prairies luxuriantes, des forêts qui se développent et un accès accru à l'eau. Ces conditions ont constitué un cadre idéal pour l'émergence des premiers humains installés. Jusqu'à cette époque, les êtres humains menaient une existence de chasseurs-séilleurs, se déplaçant sans relâche à la suite des troupeaux d'animaux et récoltant des fruits, des tubercules et des graines. Avec l'évolution favorable du climat, ils ont commencé à percevoir qu'ils pouvaient compter de plus en plus sur les ressources locales. Plutôt que de parcourir de grandes distances, ils avaient la possibilité de se fixer à un lieu pour des périodes prolongées. Cela a signalé le commencement d'un bouleversement radical dans leur lien avec la nature. Bien qu'il y ait eu des opportunités, cette transition n'a pas été instantanée ni facile. Renoncer à une vie nomade impliquait de traiter de nouveaux défis. Les défis liés aux établissements permanents incluaient l'épuisement des ressources locales, la montée des maladies dues à la cohabitation étroite entre hommes et animaux, ainsi que les disputes pour des terres plus riches. Toutefois, des bénéfices comme la stabilité et l'opportunité de créer de vastes communautés ont poussé les humains à s'ajuster. C'est dans ces premiers hameaux que les humains ont débuté à expérimenter la culture de végétaux et l'apprivoisement des bêtes. La transition de la vie nomade vers des habitats fixes a constitué une rupture majeure dans l'histoire humaine. Jéricho, situé sur l'actuel sol palestinien, est l'un des premiers lieux qui témoignent de cette transition. Situé près d'une source naturelle, Jéricho a évolué pour devenir une communauté qui utilisait l'eau pour l'agriculture céréalière et l'élevage animalier, un tournant radical par rapport à la vie de ses prédécesseurs chasseurs. Dans ces communautés rudimentaires, la domestication de végétaux tels que le blé et l'orge a facilité la collecte d'aliments de manière constante pour les humains. Au fur et à mesure qu'ils maîtrisaient la collecte et la conservation des surplus, il s'est aussi avéré indispensable de faire preuve d'innovation en matière d'instruments pour le labourage, la récolte et la transformation des grains. Par ailleurs, la domestication d'animaux tels que les moutons et les chèvres fournissait de la viande, du lait et de la laine, élargissant ainsi l'éventail des ressources à disposition. Toutefois, résider dans ces institutions n'était pas une mince affaire. L'absence de diversification géographique rendait les communautés sensibles aux sécheresses et aux calamités. Par ailleurs, un mode de vie sédentaire a conduit à des soucis de santé. La proximité entre les humains et les animaux facilitait la propagation des maladies. Cependant, en dépit de ces obstacles, des institutions telles que Jéricho ont connu un essor, démontrant que la sécurité alimentaire apportait plus de bénéfices que de désavantages. Ces institutions ont aussi favorisé une collaboration sociale accrue. L'édification de remparts, tel le fameux mur de pierre de Jéricho, servait non seulement à défendre la population contre prédateurs et intrus potentiels, mais exigeait aussi une collaboration collective de l'ensemble de la communauté. Cette organisation et cette collaboration poussée représentent un progrès notable dans la structure sociale. Finalement, l'activité agricole a permis à divers membres de la communauté de se concentrer sur d'autres occupations. Les premiers artisans, spécialisés dans la création d'instruments et de poterie, ainsi que les dirigeants communautaires, responsables des prises de décisions communes, ont vu le jour. Ces premiers établissements ont été le terreau de
la complexité sociale qui caractériserait l'avenir de la civilisation. Pendant que les premiers hameaux prenaient forme dans le croissant fertile, un événement extraordinaire avait lieu dans les collines de l'Anatolie. Göbekli Tepe, érigé aux alentours de 9600 AVC, est reconnu comme étant le plus ancien temple connu à ce jour. Ce qui rend réellement cet endroit captivant, c'est son origine. Il a été façonné par des chasseurs-cueilleurs et non par des sociétés agricoles évoluées. Göbekli Tepe est constitué de hauts piliers en pierre, formant un T, orné de sculptures sophistiquées d'animaux comme les vautours, les serpents et les lions. Ces piliers étaient disposés en cercles rituels, qui étaient sans doute utilisés comme centre pour des cérémonies religieuses. La dimension de cette réalisation est remarquable. Chaque bloc pèse plusieurs tonnes, ce qui suggère que les bâtisseurs ont collaboré étroitement et disposaient d'un niveau sophistiqué de planification et d'entraide. Ce site remet en question le récit traditionnel de l'histoire. Göbekli Tepe indique que la religion pourrait avoir précédé l'agriculture, contredisant ainsi la théorie selon laquelle la religion est née en tant que résultat de celle-ci. Il paraît que les rites et les convictions communes ont été déterminants dans la consolidation des communautés, les incitant à réaliser quelque chose de plus grand qu'elles ne le sont. Les figures animales taillées dans les piliers étaient sans doute chargées d'une portée spirituelle, incarnant des dieux ou des puissances de la nature. Ces rites ont non seulement consolidé l'identité collective, mais ont aussi illustré la faculté humaine à s'organiser en grandes initiatives, préfigurant les sociétés complexes. Bien qu'il ait été d'une grande importance, Göbekli Tepe a connu une période de délaissement après des siècles d'exploitation. Malgré l'énigme persistante sur les motifs, le lieu reste une preuve de la capacité d'invention et d'imagination humaine à une période où nous étions encore en train de domestiquer notre environnement. Tandis que Göbekli Tepe représentait un progrès dans la spiritualité, l'agriculture modifiait la façon dont les êtres humains interagissaient avec leur environnement naturel. Ce processus n'était pas un événement ponctuel, mais plutôt une longue expérience qui s'est étalée sur plusieurs générations. Les communautés ont méticuleusement choisi les végétaux les plus bénéfiques, tels que le blé et l'orge, en les convertissant en des cultures plus aisées à récolter. Les animaux ont aussi été affectés par la domestication. Les chèvres, moutons et ultérieurement les vaches se sont transformés en des éléments essentiels pour la production de viande, de lait et la capacité de travail. Cette modification a conduit les communautés à réduire leur dépendance à la chasse et à se focaliser davantage sur la gestion de leur environnement. Toutefois, l'agriculture n'était pas sans prix. Cela demandait davantage d'efforts physiques et une planification plus élaborée pour maintenir les cultures et les cheptels. L'essor de l'agriculture a favorisé l'expansion de grandes exploitations et l'émergence d'excédents alimentaires, entraînant par la suite une spécialisation accrue du travail. L'émergence initiale d'artisans, de commerçants et de dirigeants a marqué le commencement du processus de diversification sociale. Cependant, ces avancées ont aussi engendré de nouveaux défis, tels que la rivalité pour les terres cultivables et l'impératif de les protéger contre d'éventuelles invasions. Le paysage a également été modifié par l'agriculture. L'innovation permanente a été nécessaire pour construire des systèmes d'irrigation, des terrasses et de stockage. Cette maîtrise de la nature a signalé le commencement d'une période où les êtres humains ont arrêté d'être de simples adaptateurs à leur environnement pour se transformer en agents actifs de sa transformation. Cette phase d'essai et de modification a établi les fondations de l'univers que nous reconnaissons aujourd'hui. Les méthodes, les systèmes et les structures sociales élaborées durant la révolution agricole ont eu un impact sur tous les domaines de la civilisation à venir. Avec l'agriculture stabilisée, certains établissements se sont transformés en ce que nous désignons comme des méga-sites. Çatalhöyük, situé en Anatolie,
est un cas exemplaire. Ce lieu, qui accueillait des milliers d'individus, se distingue par ses habitations rectangulaires étroitement rassemblées où les toitures faisaient office de passage et les accès étaient situés sur le toit. L'existence dans ces vastes sites était à la fois complexe et singulière. Chaque domicile ne servait pas uniquement de résidence, mais également d'espace rituel. Les murs de ces demeures étaient ornés de fresques exécutées par les résidents, illustrant des tableaux de chasse et des symboles spirituels. Ils effectuaient aussi des rites privés, ce qui démontre que la foi était profondément ancrée dans la vie de tous les jours. Ces sites ont présenté de nouveaux challenges. La forte densité de population augmentait le danger de conflits et de problèmes de santé. Toutefois, ils ont aussi encouragé la collaboration dans des initiatives communautaires comme l'édification de greniers et la gestion des ressources. Çatalhöyük illustre la façon dont les êtres humains ont pu coexister en nombre élevé sans l'existence d'une structure politique centralisée. En outre, ces lieux étaient reliés par des réseaux commerciaux. Des échanges de matériaux, tels que l'obsidienne et les coquillages marins entre les différentes communautés, témoignaient d'une remarquable interaction à l'échelle régionale. Cela favorisait non seulement la croissance économique, mais également la propagation d'idées et de technologies. Finalement, des sites de grande envergure tels que Çatalhöyük symbolisent un stade intermédiaire entre les villages agricoles et les cités qui suivront. Il s'agissait de laboratoires sociaux dans lesquels les êtres humains ont testé de nouvelles formes d'existence, posant ainsi les fondations pour l'évolution future de la société. Durant la période néolithique, l'architecture domestique a progressé de simples cabanes circulaires à des constructions rectangulaires plus sophistiquées. Cette modification ne visait pas uniquement à répondre à la nécessité d'avoir plus d'espace, mais également à favoriser une meilleure structuration communautaire. Les structures de forme rectangulaire favorisaient une répartition plus efficiente dans les établissements, optimisant ainsi l'exploitation du terrain. Dans des zones telles que l'Anatolie, ces habitations étaient édifiées en briques d'argile et dotées de toits plats. Certaines cohabitaient même sous le même toit, engendrant une densité propice à la vie communautaire. Ces édifices n'étaient pas uniquement utilitaires, ils exprimaient aussi une esthétique en voie d'apparition, avec des parois revêtues, de plâtre blanc et des ornements représentant des liens spirituels ou une position sociale. Ces demeures étaient généralement organisées en espaces distincts à l'intérieur. Il existait des zones pour préparer des repas, conserver de la nourriture et effectuer des rituels. Les plateformes élevées, fréquemment ornées d'art symbolique, étaient utilisées comme des lieux de repos ou pour des cérémonies familiales. Ce découpage de l'espace a signalé une évolution dans la manière dont les personnes structuraient leur vie de tous les jours, témoignant d'une organisation plus sophistiquée. En outre, ces structures fournissaient un abri plus durable et isolé, crucial pour sauvegarder les familles des conditions climatiques sévères et des prédateurs. Cette innovation en matière d'architecture a non seulement rehaussé le niveau de vie, mais a aussi illustré une évolution dans les valeurs humaines. Maintenant, la stabilité et la communauté étaient essentielles. Finalement, ces demeures étaient au cœur de la vie spirituelle. Nombreux étaient ceux qui renfermèrent des restes humains enfouis sous terre, ce qui représentait un lien profond entre les vivants et les défunts. Ce rapport entre l'architecture et la spiritualité mettait en évidence l'importance cruciale des habitations dans la société néolithique, non seulement en tant qu'abri, mais également comme un espace de souvenirs et de sens. Au fil du temps, les communautés ont commencé à se développer au-delà de ce que les premiers établissements pouvaient supporter. Cette hausse démographique a favorisé des innovations dans le domaine agricole. Les villages ont progressivement basé leur subsistance sur des cultures choisies telles que le blé et l'orge. Par ailleurs, ils ont mis en place de nouvelles méthodes telles que la rotation des cultures et l'irrigation afin d'optimiser la productivité de leurs terres. L'expansion de la population
a aussi entraîné une spécialisation accrue. Tandis que quelques-uns se dévouaient uniquement à l'agriculture, d'autres concevaient des instruments sophistiqués pour optimiser les moissons. Par exemple, l'emploi de faux dotés de lames d'obsidienne a favorisé une moisson plus efficace, ce qui a ensuite contribué à l'accroissement des surplus alimentaires. Toutefois, cette croissance n'a pas été exempte de défis. Les plus grandes institutions ont été confrontées à des enjeux d'érosion du sol et d'épuisement des ressources locales. En réaction, les communautés ont commencé à sonder de nouveaux territoires, établissant des colonies secondaires dans des zones moins exploitées. Ce mouvement incessant illustrant l'impératif d'harmoniser l'expansion avec la pérennité. En outre, l'expansion démographique a stimulé l'établissement de dépôts communautaires où étaient stockés les surplus alimentaires. Ces espaces ne garantissaient pas seulement la survie durant les mauvaises moissons, ils généraient aussi une dynamique sociale inédite. Le contrôle des ressources tendait à se centraliser entre les dirigeants communautaires, signalant les premiers indices d'inégalité sociale. En fin de compte, la croissance de la population a conduit à une existence plus interdépendante. Non seulement les communautés partageaient des ressources et du savoir, mais elles ont aussi renforcé leurs liens commerciaux en troquant des marchandises comme l'obsidienne, la poterie et les aliments préparés. Cela a consolidé le réseau de colonies et a posé les fondations pour des sociétés davantage interconnectées. Durant le néolithique, les rites religieux ont évolué d'activités individuelles à des manifestations collectives. Presque tous les grands établissements ont dédié des édifices spécifiquement aux cérémonies. Ces lieux dédiés aux rituels n'étaient pas uniquement utilisés pour vénérer des dieux, mais également pour consolider l'identité collective des groupes communautaires. Göbekli Tepe est un exemple captivant, où les immenses colonnes ornées d'animaux semblent indiquer un espace de rassemblement spirituel. Cependant, avec le temps, ces lieux rituels ont commencé à se fondre au sein des institutions. À des endroits tels que Çatalhöyük, les habitations ont elles-mêmes servi de lieux ritueliques, démontrant une union entre le sacré et la vie de tous les jours. Ces édifices dépeignaient un lien profond avec la nature et les cycles de l'existence. Les représentations d'animaux, les tableaux de chasse ainsi que les silhouettes humaines témoignaient d'une vénération pour les forces naturelles qui préservaient l'existence. Par ailleurs, il est probable que les cérémonies comprenaient des festins communautaires, renforçant ainsi les relations sociales et célébrant l'abondance commune. La conception des édifices rituels différait en fonction de la région. Il arrive parfois qu'ils renferment des autels sophistiqués ou des statues de dieux. Dans certains cas, ils étaient employés pour des rites funéraires, mettant en évidence le rôle central de la spiritualité dans la façon dont les néolithiques percevaient l'existence et le décès. Ces endroits avaient aussi une fonction politique. Assembler les communautés en vue d'un projet partagé, tel que l'édification d'un temple, demandait du leadership et une bonne organisation. Cela a facilité la consolidation de l'influence des leaders naissants, signalant l'instauration de hiérarchies plus clairement établies au sein de ces entreprises. L'un des rites les plus fascinants du néolithique était l'adoration des crânes humains. Ce processus, observé sur des sites tels que Jéricho et Çatalhöyük, comprenait la déterrement et l'ornementation de crânes une fois les corps inhumés. Quelques crânes étaient enduits de plâtre et colorés, reproduisant des caractéristiques humaines dans le but de conserver le souvenir des défunts. L'adoration du crâne ne se limitait pas à une zone spécifique. Elle a gagné l'ensemble du croissant fertile. Des crânes ornés ont été découverts par les archéologues dans divers sites, ce qui indique que ces coutumes étaient liées à travers un réseau culturel commun. Il est probable que les crânes aient symbolisé un lien avec les ancêtres, agissant comme des signes de protection, de sagesse ou de continuité. On avait souvent coutume de disposer les crânes sur des autels ou de les inhumer sous le plancher, des demeures. Ceci dénote une conviction en la présence continue des ancêtres dans le quotidien.
Ces rituels servaient aux communautés pour préserver leur mémoire collective et solidifier les relations intergénérationnelles. Toutefois, le véritable sens de cette pratique demeure encore un mystère. Il y a des théories selon lesquelles les crânes pourraient appartenir à des membres influents de la communauté, alors que d'autres pensent qu'ils ont été choisis en fonction de leurs attributs physiques ou spirituels. Peu importe les motifs, l'adoration du crâne témoigne de l'élégance et de la complexité des convictions néolithiques. Ce rituel captivant a signalé une transformation dans la manière dont les êtres humains envisagent la mort. Plutôt qu'une fin, la mort se transforme en une transition, un instant pour fêter et garder en mémoire, reliant les vivants à leurs ancêtres dans un cycle sans fin. Çatalhöyük, un des sites mégalithiques les plus représentatifs de l'époque néolithique, témoigne de l'ingéniosité et de la créativité humaine. Fondé en Anatolie aux alentours de 700 avant J.B.C., cet établissement hébergeait des milliers d'individus au sein d'une région fortement peuplée. Leurs habitations étaient édifiées côte à côte, dotées d'accès sur les toits afin d'optimiser l'utilisation de l'espace. La vie à Çatalhöyük représentait un équilibre entre l'aspect pratique et spirituel. Les parois des habitations étaient ornées de peintures illustrant des tableaux de chasse, des animaux et des formes abstraites. Les autels domestiques, décorés de cornes d'animaux, démontrent comment les rituels faisaient partie intégrante de la vie de tous les jours, illustrant un lien spirituel ininterrompu. En outre, le lieu servait de centre pour le commerce et l'artisanat. L'obsidienne, provenant de zones à proximité, servait à la confection d'instruments et de parures qui étaient par la suite troqués avec d'autres communautés. Non seulement cela dynamisait l'économie locale, mais cela établissait aussi un lien entre Çatalhöyük et un réseau commercial plus étendu. La structure sociale de Çatalhöyük se caractérisait par une égalité remarquable. Aucune preuve n'indiquait la présence d'une élite dominatrice. Cependant, il semble que les décisions étaient probablement prises collectivement. Ce schéma organisationnel démontre que les entreprises complexes n'ont pas nécessairement besoin de structures hiérarchiques strictes pour s'épanouir. Au final, Çatalhöyük constitue une phase transitoire essentielle entre les premières communautés agricoles et les cités plus tardives. Son legs demeure comme une illustration de comment les êtres humains pouvaient cohabiter en harmonie, faisant face aux enjeux de la vie en ville primitive, avec ingéniosité et sens communautaire. Au néolithique, l'art ne se contentait pas d'être décoratif. Il servait à refléter les croyances et les valeurs propres aux communautés. Sur des sites tels que Çatalhöyük, les murs habituellement ornés de fresques illustraient des images de chasse, d'animaux symboliques et de formes humaines abstraites. Ces fresques ne servaient pas uniquement d'expressions artistiques, mais également de moyens pour véhiculer des récits et des croyances. La sculpture assumait aussi un rôle primordial. Des figurines telles que la fameuse « femme assise » de Çatalhöyük, qui illustre une silhouette féminine aux caractéristiques amplifiées, symbolisaient la fertilité et l'autorité. Ces sculptures, découvertes dans des domiciles et des lieux de rite, illustrent le lien entre le divin et la vie de tous les jours. En outre, les emblèmes animaliers, tels que les cornes de taureau disposées sur les autels, portaient des connotations spirituelles puissantes. Ils symbolisaient la puissance, la défense et le lien avec la nature. Ces éléments ont été minutieusement incorporés dans les domiciles, démontrant que la religion n'était pas distincte de la vie de tous les jours, mais qu'elle l'envahissait entièrement. L'art servait aussi de moyen de cohésion sociale. Les traditions communautaires comprenaient fréquemment la fabrication d'objets de cérémonie, tels que des masques ou des statuettes, qui rassemblaient les individus autour d'un objectif partagé. Ces actions consolidaient les relations entre les membres de la communauté et garantissaient la diffusion des savoirs et des coutumes. L'art néolithique a, finalement, établi les fondements d'une identité culturelle commune.
Ces communautés, par l'intermédiaire de symboles partagés, ont créé un langage visuel qui reliait des institutions distantes. Cette interaction culturelle a pavé la voie pour les civilisations à venir, où l'art et le symbolisme occuperaient une place encore plus centrale. Malgré l'avancée remarquable des méga-sites néolithiques, un grand nombre ont subi une chute abrupte. Par exemple, Çatalhöyük a subi une baisse de population aux alentours de 6500 Aveta JJC. Ce phénomène n'était pas unique. D'autres grandes communautés telles que Jéricho et Abu Hurayra ont aussi été délaissées ou considérablement diminuées en dimension. L'une des théories principales concernant cette diminution est la détérioration environnementale. L'exploitation intensive des terres agricoles a conduit à leur déclin en fertilité, alors que la coupe des forêts pour le bois a intensifié l'érosion du sol. Ces éléments ont rendu les grandes institutions non viables sur le long terme. Par ailleurs, l'effondrement a peut-être été favorisé par l'augmentation des disparités sociales. Les dirigeants de la communauté, qui géraient les ressources entreposées, ont commencé à amasser de la richesse, engendrant des frictions au sein des collectivités. Il se peut que les familles les plus défavorisées aient opté pour l'évasion des grands centres urbains afin de trouver une existence plus juste dans des structures de moindre envergure. Un autre élément important fut le changement climatique. L'épisode climatique désigné comme 8,2 kg/année, survenu approximativement vers 1200 AVN/JC, a provoqué une phase de réchauffement global suivie de sécheresse. Ces circonstances ont complexifié la pratique agricole et ont contraint les communautés à s'adapter promptement ou à se disséminer. Toutefois, ce recul ne doit pas être vu comme une chute complète. Un grand nombre de communautés ont tout simplement évolué, délaissant les sites massifs en faveur de modèles davantage décentralisés. Cette modification a favorisé une diversification et résilience accrue, signalant le commencement d'une nouvelle phase dans le progrès social. L'évolution des sociétés humaines a toujours été influencée par le climat, et le néolithique ne constitue pas une exception à cette règle. Au cours de cette période, les modifications climatiques ont eu une influence cruciale sur l'expansion, la réduction et la métamorphose des établissements. L'achèvement de la dernière période glaciaire a conduit à un climat plus tempéré et stable, mais également à des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont modifié le cours de ces communautés. Un des événements majeurs a été la période de refroidissement global de 8,2 kg/année qui a eu un impact dévastateur sur le croissant fertile. Durant cette phase, on a constaté une baisse des précipitations, un assèchement partiel des rivières et une chute considérable de la production agricole. Ces circonstances ont testé la robustesse des exploitations agricoles. Pour y répondre, diverses communautés ont mis en œuvre des stratégies innovantes afin de réduire l'impact du changement climatique. Des systèmes d'irrigation plus sophistiqués ont été mis en place et des variétés de cultures plus adaptées à la sécheresse ont été testées. Toutefois, tous les établissements n'ont pas réussi à s'ajuster, entraînant l'abandon de nombreux lieux significatifs. L'influence du climat a aussi touché le secteur social. L'insuffisance de ressources a intensifié les frictions entre les communautés, ce qui a pu mener aux premiers désaccords territoriaux. Ces défis ont contraint les entreprises à progresser en élaborant de nouvelles modalités de collaboration et de structuration pour perdurer. En dépit des défis, les changements climatiques ont aussi encouragé l'innovation. Les enseignements tirés au cours de cette période ont été essentiels pour l'élaboration de systèmes agricoles plus sophistiqués à l'avenir, prouvant qu'en dépit des difficultés, les sociétés humaines étaient capables de s'adapter et de prospérer. L'invention de la céramique représente l'une des avancées majeures du néolithique. Aux alentours de 7000 avant JC, les sociétés ont commencé à modeler et cuire l'argile pour fabriquer des contenants résistants. Cette innovation a entraîné une transformation radicale de la manière dont les individus conservent, préparent et déplacent leurs aliments.
La céramique servait non seulement une fonction utilitaire, mais également comme un vecteur d'expression de l'identité culturelle. Les premiers contenants étaient fréquemment ornés de dessins géométriques ou d'emblèmes traduisant les croyances et les coutumes de la communauté. Au fil du temps, ces conceptions ont gagné en complexité, reflétant une progression artistique qui suit de près l'évolution technologique. L'emploi de la céramique a offert aux collectivités une méthode plus performante pour conserver les surplus alimentaires, diminuant ainsi le déchet et renforçant la sécurité alimentaire. C'était crucial en période de manque, quand les surplus pouvaient déterminer la frontière entre la survie et l'effondrement. Par ailleurs, la céramique a rendu possible le commerce à longue distance. Les contenants étaient parfaitement adaptés pour le transport de grains, de liquides et d'autres articles, consolidant ainsi les réseaux de troc entre les différentes installations. Cela a non seulement dynamisé l'économie, mais a aussi encouragé les échanges culturels et la propagation des technologies. Au bout du compte, la céramique représentait davantage qu'une prouesse technologique. Elle incarnait l'aptitude des êtres humains à innover et à se plier aux évolutions incessantes du monde. Cette avancée a établi les fondements pour d'autres innovations qui ne manqueront pas de continuer à révolutionner l'existence humaine. Le néolithique ne marquait pas la conclusion du parcours, mais l'entame d'une métamorphose encore plus vaste. Au fur et à mesure de l'évolution des communautés, les petites structures décentralisées ont été supplantées par les premières véritables cités. Ce changement a signalé la transition des sociétés agricoles vers des civilisations plus complexes. Les cités futures, à l'image d'Uruk en Mésopotamie, s'inspireraient des enseignements tirés de la période néolithique. Durant cette époque, les systèmes d'irrigation, la spécialisation du travail et les structures sociales hiérarchisées ont été élaborées pour répondre aux besoins de populations de plus en plus nombreuses. Toutefois, la transition ne s'est pas effectuée instantanément. Durant des milliers d'années, l'humanité a poursuivi l'exploration de nouvelles structures d'organisation sociale, religieuse et économique. Les rituels et signes des mégasites ont progressivement évolué vers des systèmes de croyances plus centralisés, tandis que le commerce à longue distance a connu une expansion, reliant des zones de plus en plus distantes. Le néolithique représentait en substance l'atelier de la civilisation. Il s'agissait d'une phase de tentative et d'erreur, d'innovation et d'adaptation. Malgré des défis tels que le réchauffement climatique et l'insuffisance de ressources, les communautés ont su innover et collaborer pour surmonter ces difficultés et établir les fondations du monde contemporain. En se retournant, on peut constater comment les premiers pas de l'humanité vers la civilisation ont été une preuve de notre aptitude à modifier le monde. De ses débuts modestes dans de petits villages à l'émergence des premières cités, l'héritage du néolithique perdure dans chaque facette de notre existence contemporaine. L'époque du néolithique a été caractérisée par des rituels qui unissaient les communautés autour de croyances communes. Ces rituels ne servaient pas uniquement de pratiques spirituelles, ils contribuaient aussi à renforcer l'identité commune. Göbekli Tepe demeure la manifestation la plus saisissante de la façon dont les êtres humains coopéraient pour ériger d'importantes structures rituelles. Toutefois, ce n'était pas le cas unique. Au fur et à mesure du développement des sociétés, l'apparition de temples et de lieux rituels au cœur des établissements a commencé à se faire remarquer. Ces constructions communautaires possédaient des ornements sophistiqués et étaient fréquemment associés à des cycles de culture ou à des phénomènes astronomiques. Par exemple, à Nevali Shori, les sanctuaires présentaient des colonnes ornementées de motifs humains et animaliers, témoignant d'une forte connexion entre les rituels et le quotidien. Ces rites ne se limitaient pas à être des démonstrations de foi, ils avaient aussi une dimension politique et sociale. L'organisation des cérémonies requérait la participation de l'ensemble de la communauté, contribuant ainsi à régler les différends et à consolider les alliances.
Par ailleurs, ces zones ont évolué pour devenir des endroits où des choix cruciaux étaient effectués, allant de la gestion des moyens à l'élaboration de projets communautaires. Le symbolisme a aussi eu une importance primordiale. Les représentations, sculptées d'animaux et de personnages humains, symbolisaient des puissances naturelles ou des dieux protecteurs. Ce langage visuel commun favorisait l'unité des communautés tout en garantissant la transmission des traditions et croyances d'une génération à l'autre. Finalement, le développement de ces espaces rituels a établi les fondements des religions, structurées qui apparaîtraient ultérieurement. Même si les coutumes et les rites diffèrent selon les régions, l'exigence de sacraliser et de figurer la vie de tous les jours est une caractéristique universelle qui demeure au cœur de nombreuses cultures actuelles. Un des aspects les plus captivants du néolithique était l'usage de placer les défunts sous les habitations lors de leur enterrement. Cette pratique, enregistrée sur des sites tels que Çatalhöyük et Jéricho, met en lumière le lien fort entre les vivants et les défunts. Les individus ne se contentèrent pas d'inhumer leurs êtres chers dans leur demeure, ils interagissaient aussi avec ces tombes pour consolider les liens au sein de la communauté. Les dépouilles étaient habituellement disposées en position fétale et enveloppées de tissus ou de nattes avant leur mise en terre. Ces inhumations se déroulaient fréquemment sous les planchers des habitations, à proximité des espaces de vie courante. Cet acte représentait que les défunts demeuraient intégrés à la communauté, veillant sur leurs héritiers depuis le monde des esprits. Certaines coutumes dépassaient le cadre des simples inhumations. Dans plusieurs situations, les crânes étaient déterrés, ornés et présentés sur des autels. Cela démontre un profond respect pour les ancêtres, qui étaient sans doute perçus comme des garants ou des symboles de sagesse. À Jéricho, les crânes ont été enduits de plâtre afin de reproduire les caractéristiques humaines, une pratique qui fusionnait l'art et la spiritualité. Par ailleurs, ces méthodes consolidaient les structures hiérarchiques familiales. Les sépultures sophistiquées ou les crânes ornés appartenaient fréquemment à des individus de grande importance au sein de la communauté, mettant en évidence le rôle crucial des relations familiales dans la structure sociale. Le culte des ancêtres ne représentait pas uniquement une démarche spirituelle, mais également un moyen de préserver la cohésion au sein de la société. En rendant hommage aux défunts, les communautés renforçaient leur identité collective et garantissaient la pérennité de leurs coutumes dans un univers en perpétuel changement. Des sites néolithiques de grande envergure tels que Çatalhöyük ne se limitaient pas à être des pôles d'agriculture et de commerce. Ils constituaient également des lieux dynamiques où la vie de tous les jours était ponctuée d'activités indispensables et ludiques. Dans ces communautés, la structuration du travail, de la nourriture et des activités de loisirs reflétait la complexité sociale en cours d'émergence. Dans ces institutions, l'alimentation était diversifiée et reposait sur un mélange de cultures agricoles et de produits d'origine animale. Les aliments de base principaux comprenaient le blé, l'orge et les lentilles, auxquels s'ajoutait de la viande provenant de chèvres et de moutons. On consommait aussi des produits laitiers, des fruits secs et de temps à autre du gibier mineur tel que les oiseaux et les lapins. La préparation des repas était une activité collective. Il était courant que les habitations disposent de fours en terre cuite où les familles cuisinaient du pain ou confectionnaient des plats mijotés. De surcroît, la fermentation des céréales pour fabriquer des breuvages simples tels que la bière était une activité habituelle qui unissait les communautés pendant les festivals et les festivités. La répartition du travail se faisait de façon non officielle, tandis que quelques membres de la communauté se dévouaient à l'agriculture et à l'élevage, d'autres s'adonnaient à la confection d'outils ou excellaient dans des métiers tels que la poterie ou le négoce. Ce degré de spécialisation témoigne de l'importance cruciale de la collaboration pour la réussite de ces grandes institutions. Dans ces communautés, le temps libre occupait également une place significative.
Les activités de loisirs courantes comprenaient les jeux, le chant et les histoires orales, tandis que les rites religieux proposaient des moments de communion collective. Les ornements intérieurs et les fresques murales laissent également supposer que l'art avait une place significative dans le quotidien. Au bout du compte, l'existence dans les mégasites se révélait être un compromis entre la survie et la culture. Ces communautés ne se contentaient pas de lutter pour leur survie. Elles construisaient aussi un environnement propice à l'épanouissement de la créativité, de la spiritualité et du sentiment d'appartenance. L'art néolithique reflète la créativité de l'homme et sa faculté à matérialiser le sacré au moyen d'images et de symboles. À des lieux tels que Çatalhöyük, les parois décorées de pigments naturels illustraient des représentations de chasse, d'animaux sauvages et d'individus humains. Ces images n'étaient pas uniquement ornementales, elles avaient également une signification profonde. Les statues et figurines constituent l'une des caractéristiques les plus notables de l'art néolithique. Des figures féminines, telles que la femme assise de Çatalhöyük, symbolisaient la fertilité et l'abondance, alors que les images de taureaux et d'autres bêtes mettaient en évidence la puissance et le lien avec la nature. Il est souvent suggéré que ces objets étaient utilisés dans un cadre rituel, car ils étaient fréquemment placés sur des autels. L'art avait aussi une fonction pédagogique. Les fresques avaient la capacité de véhiculer des récits ou des leçons, alors que les motifs récurrents, tels que les cornes de taureau ou les silhouettes humaines abstraites, avaient pour fonction de rassembler les communautés autour d'une conviction commune. Cela illustre comment l'art servait à la fois d'instrument spirituel et social. Par ailleurs, la création artistique était une activité collective. Réaliser une fresque murale ou sculpter une statue exigeait un travail d'équipe, ce qui consolidait les relations au sein de la communauté. Ces activités proposaient aussi une occasion de partager des compétences et des savoirs avec les générations plus jeunes. Pour finir, l'art néolithique nous dévoile la manière dont ces sociétés appréhendaient leur environnement. Par le biais de leurs illustrations, ils communiquaient leur rapport au sacré, à la nature et entre individus, forgeant un legs qui persiste à captiver l'humanité des millénaires plus tard. Le début de l'économie interconnectée a été marqué par la période néolithique. Les communautés ont commencé à troquer des marchandises non seulement au sein de leur résidence, mais également sur de grandes distances. Des substances telles que l'obsidienne, les coquillages marins et les gemmes étaient transportés sur des centaines de kilomètres, reliant des zones de l'Anatolie au Levant. L'obsidienne, provenant de régions telles que la Cappadoce, était particulièrement prisée pour sa capacité à être transformée en instrument coupant. Ce matériau était fortement sollicité et faisait l'objet d'échanges contre des produits agricoles, de la poterie et d'autres articles. La présence de coquillages marins sur des lieux loin de la mer indique que le commerce englobait aussi des objets symboliques ou ornementaux. Les voies commerciales ont non seulement permis l'échange de marchandises, mais également la circulation d'idées et de technologies. Par exemple, les motifs décoratifs analogues observés dans des régions distantes suggèrent une influence culturelle réciproque à travers la céramique. Cette circulation de savoir a accéléré le progrès technologique et social dans ces communautés. Le commerce a aussi eu un impact sur l'organisation de la société. Les dirigeants ou les intermédiaires supervisant les transactions gagnaient en prestige, ce qui a pu favoriser l'apparition de hiérarchies. En outre, les articles de luxe, acquis par le commerce, étaient des indicateurs de statut social au sein des communautés. Au final, les réseaux commerciaux de l'époque néolithique ont posé les fondations d'une économie globale en devenir. Non seulement ces interactions ont rassemblé les communautés, mais elles ont aussi encouragé l'innovation et la collaboration, deux facteurs clés pour l'évolution de la civilisation. L'un des succès les plus remarquables du néolithique était la domestication des animaux. Cependant, ce n'était pas une démarche facile.
les êtres humains ont dû acquérir des compétences pour gérer les espèces sauvages, en choisissant minutieusement celles qui sont capables de s'acclimater à la vie en captivité. Ce processus a modifié la liaison entre l'homme et l'environnement naturel, favorisant une meilleure sécurité alimentaire. Les moutons et les chèvres ont été parmi les premières espèces à être domestiquées, en raison de leur apport en viande, lait et laine. Par la suite, les êtres humains ont commencé à domestiquer des vaches et des porcs, augmentant ainsi encore leur accès aux ressources indispensables. Ce processus a été graduel et a requis des années d'observation et de manipulation pour choisir des caractéristiques bénéfiques, comme la docilité et une productivité accrue. La domestication a eu un impact considérable. D'une part, cela a offert aux communautés la possibilité de réduire leur dépendance à la chasse, libérant par conséquent du temps et des ressources pour s'adonner à d'autres activités telles que la construction et le commerce. Par ailleurs, l'élevage d'animaux a posé de nouveaux enjeux tels que la gestion des maladies et la garantie d'une nutrition adéquate pour les troupeaux. Par ailleurs, les animaux n'étaient pas uniquement utilisés pour l'alimentation. Par exemple, les bovins ont été introduits en tant que force de travail, préparant le terrain pour des innovations agricoles telles que la charrue. Par ailleurs, l'engrais animal était employé pour fertiliser le sol, ce qui rehaussait la qualité des terrains et favorisait une augmentation de la productivité agricole. La domestication des animaux a transformé tant l'économie que la culture. Les animaux ont évolué pour devenir des symboles de statut et de spiritualité, avec des illustrations dans l'art et la religion. Ce rapport entre l'homme et l'animal illustre comment le néolithique a marqué une époque de changements radicaux dans tous les domaines de l'existence. Au fur et à mesure que les communautés se développaient, le besoin de mettre en place des structures plus structurées pour gérer les ressources et régler les différends est devenu évident. Même si le néolithique ne témoigne pas de manière évidente d'une élite prépondérante, des signes de hiérarchies émergentes sont perceptibles, notamment à travers la répartition des ressources et l'organisation des initiatives communautaires. C'est probablement le contrôle des surplus alimentaires qui était à la source du pouvoir social. Les personnes qui supervisaient les dépôts ou coordonnaient les récoltes ont obtenu une position influente dans la communauté. Ceci a marqué l'initiation d'une fracture sociale fondée sur l'accès et la maîtrise des ressources. Par ailleurs, les leaders en devenir avaient un rôle fondamental dans la coordination de projets communs tels que l'édification de temples ou la protection d'institutions. Ces personnes étaient honorées pour leur aptitude à résoudre les conflits et à faire des choix stratégiques, ce qui renforçait leur position au sein de la communauté. Le commerce a aussi favorisé l'apparition de hiérarchies. Les courtiers, qui facilitaient le troc de marchandises précieuses, telles que l'obsidienne ou les coquillages, amassaient prestige et fortune. Ces objets, couramment liés à des cérémonies, accentuaient les distinctions sociales en tant que signe de puissance et de domination. En dépit de ces tendances, les sociétés du néolithique conservaient un degré notable de collaboration et d'équité. Le manque de palais ou de sépultures imposantes indique que les hiérarchies n'étaient pas encore aussi strictes qu'elles le seront dans les civilisations suivantes. Mais l'embryon du pouvoir social était déjà en train de germer. Durant la période néolithique, les femmes ont occupé une position centrale, aussi bien sur le plan économique que spirituel. Leur association avec la fertilité et l'existence était manifeste à travers des statuettes, des fresques et divers artefacts rituels qui soulignaient leur importance au sein des sociétés. La renommée femme assise de Çatalhöyük, une représentation d'une femme forte et influente, incarne la fertilité et la prospérité. Ces images indiquent que les femmes étaient perçues comme des protectrices de la vie, une fonction qui englobait à la fois le domicile et les convictions religieuses. Dans le domaine économique, les femmes jouaient un rôle essentiel dans l'agriculture et la production alimentaire. Elles s'impliquaient dans la semence, la moisson et la préparation des repas, des activités primordiales pour la survie de leur communauté.
Ils contribuaient également de manière significative à la production de textiles, de céramique et d'autres produits qui appuyaient l'économie locale. Par ailleurs, il est probable que les femmes assumaient des rôles clés dans la diffusion du savoir. Dans une société dépourvue de système d'écriture, les coutumes et les savoir-faire se véhiculaient de génération en génération par le biais de la transmission orale, un rôle souvent dévolu aux femmes d'un certain âge. Les rituels et l'art du néolithique suggèrent aussi que les femmes pourraient avoir tenu des rôles de direction spirituelle. Les figurines féminines et les autels ornés de signes de fécondité laissent à penser que leur fonction dépassait la dimension pragmatique, ayant une importance primordiale dans l'existence symbolique et sacrée de ces sociétés. Au néolithique, avec l'expansion des communautés et la lutte pour les ressources, les premiers indices de conflits territoriaux ont commencé à se manifester. Même si les preuves de conflits structurés sont peu fréquentes, on observe une montée des tensions entre les établissements, notamment dans les zones où les ressources sont limitées. Les structures défensives trouvées dans des lieux tels que Jéricho, incluant des murs et des tours, indiquent que les sociétés éprouvaient le besoin de se prémunir contre possibles dangers. Ces dispositifs de défense étaient utilisés non seulement pour éloigner les prédateurs, mais aussi d'autres communautés humaines en compétition pour des terrains arables ou de l'eau. Bien que le commerce soit un élément de liaison, il a aussi pu constituer une source de conflit. Les voies commerciales passaient par des zones peuplées de divers groupes, ce qui aurait pu provoquer des conflits pour la domination de ces routes et des marchandises qu'elles acheminaient. En outre, l'accumulation de surplus et de biens de luxe dans certaines communautés a pu attirer des pillards. Cela aurait engendré une demande plus importante de défense et une structure organisationnelle renforcée pour sauvegarder les ressources accumulées. Même si les affrontements de cette époque ont sans doute été sporadiques et localisés, ils ont établi un précédent pour les batailles territoriales plus étendues qui marqueraient l'histoire de l'humanité dans les millénaires futurs. Cette modification illustre comment les sociétés néolithiques ont commencé à aborder les défis de l'existence dans un univers de plus en plus interconnecté et concurrentiel. L'évolution des sociétés humaines a toujours été influencée par le climat, et la période néolithique ne déroge pas à cette règle. Les modifications climatiques survenues au cours de cette période, telles que l'incident de 8,2 kg année, ont mis les communautés au défi de s'adapter ou de risquer leur effondrement. L'événement a provoqué un refroidissement global qui a diminué les précipitations dans plusieurs zones, nuisant à la productivité agricole. Les communautés dépendantes des cultures pluviales ont été contraintes de trouver des solutions ingénieuses, telles que la mise en place de nouveaux systèmes d'irrigation et l'implantation de plantes plus tolérantes à la sécheresse. En dépit des défis, ces crises environnementales ont aussi stimulé l'innovation. Le besoin d'adaptation a favorisé l'évolution de méthodes agricoles plus sophistiquées et d'instruments plus performants. Les communautés qui ont su relever ces défis sont devenues des exemples à suivre pour celles qui ont suivi. Ces modifications ont également eu un impact social considérable. Les conflits liés aux ressources limitées auraient pu provoquer des déplacements de population, diffusant ainsi le savoir agricole et technologique vers de nouveaux territoires. Cela a étendu le réseau d'échanges culturels et a contribué à relier des communautés distantes. Au final, les modifications climatiques du néolithique ont constitué un défi de résilience pour ces premières sociétés. Leurs réactions ont non seulement assuré leur survie, mais ont également posé les fondations des progrès qui caractériseraient les civilisations futures. Durant le néolithique, la spiritualité était un élément essentiel de l'existence quotidienne. Les communautés ne faisaient pas de distinction entre le sacré et l'ordinaire. Au contraire, elles incorporaient leurs croyances dans toutes les actions de la vie quotidienne. Ceci est perceptible dans l'architecture, les œuvres d'art et les rituels découverts sur des lieux tels que Göbekli Tepe et Çatalhöyük.
Les dieux du néolithique étaient fréquemment liés aux puissances naturelles et au cycle de la vie. Les représentations féminines, telles que la femme assise, incarnaient la fertilité et l'abondance, tandis que les animaux, comme les taureaux et les chèvres, symbolisaient la puissance et la prospérité. Ces symboles ne servaient pas seulement de représentation. Ils constituaient des invocations destinées à garantir des moissons fructueuses et la stabilité au sein des communautés. Les rites comportaient des festins, des offrandes animales et des cérémonies exécutées sur des autels ornés. Ces manifestations n'avaient pas uniquement une dimension spirituelle, mais également sociale, consolidant les relations entre les membres de la communauté. La religion servait d'instrument pour la cohésion sociale et l'organisation collective. Au fur et à mesure que les communautés se développaient, les rituels s'amplifiaient en complexité. Les lieux de culte et les zones sacrées se sont transformés en pôles d'activités spirituelles, politiques et économiques. Ces pratiques ont établi les fondements des religions structurées qui apparaîtraient dans les civilisations futures. La spiritualité du néolithique ne se limitait pas à une connexion avec le sacré. Elle représentait également un moyen d'attribuer un sens à l'univers qui les enveloppait. Ce rapport entre l'homme et le transcendant persiste à être un legs marqué de manière significative par cette époque de transformation. Au début du néolithique, les rituels se déroulaient au sein de la communauté et avaient lieu dans de vastes lieux tels que Göbekli Tepe. Toutefois, au fil du temps, ces rituels ont commencé à être réalisés dans le cadre domestique, illustrant une modification des dynamiques sociales et spirituelles. Des lieux tels que Çatalhöyük ont révélé que les habitations individuelles possédaient des autels ainsi que des zones réservées à des rituels privés. Ces pratiques domestiques ont favorisé le lien des familles avec leurs propres traditions spirituelles, tout en préservant un lien avec les rituels plus étendus de la communauté. Cette modification pourrait aussi être liée à l'augmentation de la complexité des sociétés néolithiques. Au fur et à mesure de l'expansion des communautés, il devenait de plus en plus compliqué d'organiser des rituels spirituels collectifs. Les rites privés proposaient une solution commode, autorisant les familles à conserver leurs liens spirituels sans se reposer sur les activités de la communauté. Même si les rites privés étaient plus personnels, ils n'étaient pas détachés du cadre social. Les ornements et les emblèmes présents dans ces lieux illustrent une continuité avec les grandes thématiques religieuses de l'époque. Cela met en évidence la manière dont la spiritualité a évolué pour répondre aux exigences fluctuantes des sociétés néolithiques. Au bout du compte, cette transition du collectif au personnel a signalé le commencement d'une diversification des pratiques spirituelles, pavant la voie vers des religions plus individualisées et organisées des civilisations à venir. L'introduction de la céramique a constitué un progrès technologique au néolithique, modifiant radicalement la vie quotidienne et l'économie des sociétés. Ces contenants en terre cuite fournissaient une option commode pour la conservation des aliments, la préparation des repas et le déplacement des marchandises. Toutefois, la céramique ne servait pas uniquement à des fins pratiques. Elle témoignait également de l'identité culturelle des collectivités. Les premiers exemples de céramique étaient fréquemment ornés de motifs géométriques ou d'emblèmes, symbolisant des convictions spirituelles ou des aspects de la nature environnante. Ces motifs différaient selon les régions, suggérant que la poterie servait aussi de vecteur d'expression artistique et culturelle. Outre son utilité fonctionnelle, la céramique a eu une importance capitale dans le domaine du commerce. Les contenants servaient à acheminer des céréales, des fluides et divers produits sur de vastes distances, favorisant ainsi le commerce entre les différentes communautés. Non seulement ce commerce a boosté l'économie, mais il a aussi établi des liens entre les communautés dans de plus grands réseaux d'interaction. La production de céramique a aussi encouragé la spécialisation dans le travail. Avec l'amélioration des techniques de production,
Des artisans spécialisés dans ce domaine ont vu le jour, signalant l'avènement d'une séparation plus distincte du travail au sein des sociétés néolithiques. La céramique néolithique ne témoigne pas uniquement de progrès technologiques, mais aussi de l'émergence d'une humanité qui débutait à marquer son empreinte pérenne dans le monde, tant sur le plan matériel qu'en termes de culture. Durant la période néolithique, les collectivités ne constituaient pas des entités séparées. Cependant, elles étaient reliées par des réseaux de commerce, d'échanges culturels et de coopération technologique. Ces échanges ont stimulé l'élaboration d'idées et de méthodes qui ont apporté des avantages à toutes les communautés concernées. Un exemple marquant de cette dépendance mutuelle est le commerce de l'obsidienne. Ce matériau issu de la roche volcanique, parfait pour la fabrication d'outils coupants, était extrait dans des zones précises telles que la Cappadoce. Cependant, il était retrouvé dans des installations situées à plusieurs centaines de kilomètres. Cet échange ne concernait pas uniquement des biens tangibles, mais également des savoirs liés à leur utilisation et leur production. Ces réseaux ont également permis la propagation des méthodes agricoles. Les avancées en matière d'irrigation, de culture et de conservation des aliments se propageaient d'une zone à une autre, s'ajustant aux conditions locales. Cette transmission de savoir a aidé les communautés à relever plus efficacement les défis sociaux et environnementaux. Par ailleurs, ces réseaux ont consolidé les associations culturelles entre les différentes communautés. Les motifs ornementaux. Présents sur la poterie, les techniques architecturales et les rites communs illustrent la manière dont les idées se déplaçaient avec les marchandises. Cela a engendré une identité culturelle plus vaste, rassemblant des communautés distantes dans une sorte de proto-globalisation néolithique. Non seulement ces interactions ont garanti la survie, mais elles ont aussi favorisé l'avancement rapide. L'interdépendance régionale du néolithique a précédé les liens économiques et culturels qui caractériseraient les civilisations futures. Le néolithique ne s'est pas contenté d'être une ère de transition. Il a constitué la base sur laquelle s'est édifiée la civilisation. De l'émergence de villages à l'essor de mégalopoles, cette époque a significativement transformé la manière dont les hommes vivaient, œuvraient et communiquaient entre eux. Les avancées en agriculture ont aidé les communautés à fournir de la nourriture pour des populations en expansion, tandis que l'apprivoisement des animaux a apporté stabilité et ressources additionnelles. L'économie a été dynamisée grâce à la céramique, au commerce et à la spécialisation du travail, engendrant un réseau interconnecté qui couvrait de vastes régions. La spiritualité et les rituels n'ont pas seulement apporté un sens à l'existence, ils ont aussi consolidé les communautés autour de convictions communes. Ces structures de foi se sont développées pour constituer la fondation des religions structurées qui verraient le jour dans les premières cités. Toutefois, le legs le plus pérenne du néolithique réside dans la faculté des êtres humains à s'ajuster et à prospérer face à des obstacles continus. Qu'il s'agisse de faire face aux défis du changement climatique ou de gérer la rareté des ressources, les sociétés néolithiques ont fait preuve d'une résilience et d'une inventivité remarquables. Le néolithique représentait en substance l'atelier de la civilisation. Chaque avancée, de l'agriculture au commerce, a constitué une étape vers les sociétés complexes qui marqueraient l'histoire de l'humanité. Cette époque nous rappelle que les bases de notre existence contemporaine ont été édifiées sur les accomplissements et les leçons tirées de ces communautés initiales.